Bonjour à tous. Donc, on est là aujourd'hui. On a été conviés à venir animer cette masterclass. On est ravis de vous rencontrer. On a 30 minutes pour savoir comment on va intégrer le brain content dans une stratégie média. Je suis aujourd'hui honoré de la présence de Julie. On va se présenter un petit peu plus tard. L'idée, c'est de pouvoir commencer rapidement. On a imaginé pour vous une petite intro où tout de suite, on va imaginer un saut historique dans le brain content. En l'occurrence, excusez-moi, je suis obligé de faire un petit peu les deux avec la télécommande qui ne marche pas. Voilà, donc on imagine un saut historique dans le brain content. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? En l'occurrence, vous l'avez peut-être tous suivi. En 2012, le monde entier était arrivé sur Felix Baumgartner, qui a fait un saut historique dans le brain content. En l'occurrence, il a sauté de la stratosphère à bord d'une petite aéronef pour un saut qui a battu le record du monde. En l'occurrence, c'était ce qu'on appelle le Red Bull Stratos. La mission était claire pour la marque. Alors excusez-nous, on a une petite vidéo, mais la vidéo ne fonctionne pas. Donc voilà. En l'occurrence, la mission était claire pour la marque. C'était d'inscrire la nouvelle baseline Red Bull donne des ailes. Et à travers cet événement qui a donc battu un record du monde, Red Bull a renforcé l'engagement autour de sa marque comme symbole de courage et d'aventure. C'est à travers ces valeurs que Red Bull a imaginé un gros dispositif de brain content pour pouvoir faire engager sa communauté autour de cette marque. Ça démontre comment on peut imaginer une stratégie média autour d'un événement et comment on peut engager ces communautés avec un événement, une action qui va résonner de manière très émotionnelle avec son public pour, encore une fois, faire s'identifier ses cibles et engager sa communauté. Oui, il y a de nombreux cas où la création de contenu sur mesure a été très forte, mais c'est d'autant plus fort quand on arrive à s'allier à un média référent qui va construire une narration pertinente et qui va vraiment engager les audiences avec des angles éditoriaux. 2014, Netflix souhaite promouvoir le lancement de la saison 2 de Orange is the New Black, qui veulent vraiment engager les audiences, trouver un moyen d'éditorialiser les thématiques. Et donc, ils décident de collaborer avec le New York Times. Et le New York Times va traiter les thématiques que porte la série. Donc, c'est une série où on suit des jeunes femmes en prison, avec des sujets tels que l'incarcération des femmes, les failles du système pénitentiaire. Et donc, ils ont construit des articles de brain content où on va parler de ces sujets-là. On a vu des témoignages, il y a eu des infographies qui ont été faites. Et donc, le tout permet vraiment d'engager les audiences, d'avoir une narration beaucoup plus poussée et de faire une promotion subtile pour l'association de Netflix. Et c'est là que le brain content va être très très fort, c'est quand il va vraiment interagir avec son audience et lui apporter une vraie valeur ajoutée sur ses contenus. Okay. On parle là de storytelling média, entre guillemets. Les contenus, et l'idée c'est d'activer les leviers. Alors bonjour, on se présente quand même. Julie, je vous en prie. Oui, donc je m'appelle Julie Durand-Clair. Ça fait maintenant 10 ans que j'évolue au sein de Régie Publicité, TF1 Pub, M6 Publicité, Unify, avec un petit passage aussi chez l'annonceur aux États-Unis, chez Bonne Maman. Et maintenant, ça fait 3 ans donc, que j'appartiens à 14H, qui est la régie, l'agence éditoriale du groupe Média Figaro. Je suis directrice du développement des OPS. Et notre but, c'est d'accompagner agences et annonceurs dans la construction de dispositifs sur mesure, de brain content, en travaillant tout le funnel. Donc le branding, la considération, et puis bien sûr l'efficacité, la performance à travers tous les leviers du groupe. Donc la presse, le digital, le social, la télé, les événements, en mesurant à chaque fois l'impact de tout ce qu'on va créer auprès de nos audiences. Pour ma part, je suis directeur de création depuis plus de 20 ans. J'anime le planning stratégique maintenant de l'agence de conseil et des stratégies médias et digital médias. J'ai une solide expérience en création de contenu publicitaire ou et surtout, j'essaye d'allier, entre guillemets, créativité, innovation pour booster des stratégies de contenu
à l'heure où en fait la qualité des messages et le sens des messages est important et au cœur des marques. Voilà, pour ma part. L'intégration du brand content dans la stratégie média. Alors, pourquoi le brand content était essentiel et l'idée, c'est quoi de brand content? C'est de pouvoir construire son image. Et je l'ai dit tout à l'heure, mais l'idée, c'est d'engager sa communauté avec tout type de contenu qu'on va pouvoir venir créer en sus de communication qui serait au-delà du produit ou de la com institutionnelle. Donc, avec tout simplement des vidéos. On va imaginer des articles, on peut imaginer des podcasts, mais également des événements. Pour faire sens avec ce que je disais tout à l'heure sur la partie pour Red Bull. Red Bull, ils ont produit autour de leur marque énormément de contenu et énormément d'événements pour faire que leur marque se révèle comme étant le référent de l'aventure sportive, de l'engagement, du dépassement de soi pour redorer les couleurs de la marque et faire s'engager sa communauté autour de cette marque. C'est comme ça qu'ils ont créé la marque et ils en tirent les bénéfices autour de l'ensemble de ces valeurs. Hop. Et on parle effectivement, au-delà de tous les contenus, d'omnicanalité. Je t'en prie, Julie. Oui, cette fameuse omnicanalité dont je vous parlais, qu'on essaie de travailler dans tous les dispositifs de brand content, où on va aller chercher le reach, la puissance avec le branding, la considération justement qu'on va aller chercher avec ce brand content. On va travailler l'émotion, la narration, des messages beaucoup plus scénarisés sur tous les différents canaux, et puis la performance, parce que le but c'est quand même qu'il y ait au final quand même un vrai intérêt pour la marque, que le ROI soit aussi assez performant. Donc le but c'est de travailler tout ça avec de la data et en mesurant les opérations. Et c'est là que les canaux de diffusion vont être importants pour travailler cette omnicanalité. Ils vont permettre en fait de faire rayonner l'opération. C'est vraiment de choisir le bon canal qui va permettre de s'assurer de la réussite d'une opération et de la faire rayonner. C'est le vecteur pour s'assurer qu'on va passer le bon message à la bonne audience. Quand on va jouer la presse, par exemple, on va laisser une empreinte beaucoup plus globale. On sait qu'on va aller chercher les leaders d'opinion, les fameux KOF ou KOL, les Key Opinion Leaders, et qu'on va avoir le temps d'apporter de la narration et d'avoir des thématiques. Quand on va créer un dispositif sur le social, là, on doit complètement s'adapter aux usages de la communauté. Et on veut surtout créer de l'engagement. Donc le comment, le like, le partage, pour s'assurer qu'on va booster le message, que ce soit viral et qu'on va obtenir une performance de nos messages. Donc vraiment, l'omnicanalité, elle est clé dans tout ce qu'on va pouvoir produire. Et puis, cette fameuse caution de marque, s'appuyer sur une marque média, c'est vraiment s'assurer qu'il y ait la confiance d'un tiers et une crédibilité. Quand vous travaillez avec une marque média, on sait qu'il y a un partenaire qui est derrière, qui a eu des codes éditoriaux ou journalistiques qui ont été apportés, et donc il y a cette fameuse crédibilité de marque. En l'occurrence, on a quelques cas à présenter. Ouais. Là, on avait une campagne pour Google. Ouais. Tout à fait. En fait, c'est l'illustration parfaite pour vraiment illustrer. Alors là, je prêche pour ma paroisse, mais bien sûr, tout ça peut être décliné sur d'autres médias. Mais le but, c'est de se dire comment on va passer le meilleur message. Google vient nous voir et nous dit j'aimerais parler de la formation au numérique des Français. J'ai besoin de convaincre à la fois les entreprises de les former au digital et à la fois de connaître les besoins des salariés aujourd'hui en digital. Donc on va s'appuyer sur un baromètre et on va décliner plusieurs leviers pour s'assurer que le message passe auprès des bonnes cibles. Donc avec la presse, on crée un papier vraiment dédié sur la formation des Français, où on a demandé aux Français, est-ce que vous estimez que vos entreprises, que votre TPE, que votre ETI vous soutient dans la formation en digital? Et on a fait des papiers, là en plus portés par la rédaction, tout ça repris dans un hub digital avec des témoignages, où là on est plus allé chercher les 25-49 ans, les Français qui vont se reconnaître dans ce besoin de digitalisation et ce changement de vie. Parce que parfois il y avait aussi, mon entreprise peut m'accompagner pour changer de vie, pour ouvrir mon commerce, pour me former sur un autre métier. Et puis en social, on a eu des capsules sociales beaucoup plus virales, beaucoup plus courtes sur justement le changement de vie grâce au digital. Et c'est comme ça qu'on accompagne Google sur cette thématique-là. Mais quand Google vient nous voir sur les fonctionnalités de Pixel, auprès de la Gen Z, vous savez, cette audience ultra connectée, très urbaine, là on va leur dire faut travailler avec MAD, qui est un réseau social qui va parler à cette audience,
pour faire des capsules sociales ultra courtes, captives, modernes, au sein d'un musée où on va voir les fonctionnalités du Google. Donc c'est vraiment selon les objectifs du client, des agences, que nous on va adapter le meilleur message et que le brand content est super fort. C'est un autre exemple. Oui, il y a un autre cas aussi qui va plus être B2B2C en fait, parce qu'on va faire rayonner une marque. Donc on a Aviva qui est venu nous voir il y a 2 ans maintenant parce qu'ils souhaitaient parler de leur rebranding en Abeille Assurance. Donc comment on parle de ce rebranding en parlant des valeurs d'une marque et en humanisant le message? Eh bien, il faut construire des assets assez pertinents en se disant on va redonner de la valeur à ceux qui font l'entreprise, aux agents d'assurance. Donc on a fait des vidéos de 3 à 4 minutes où on part à la rencontre de ces agents d'assurance qui nous expliquent leur passion, le fait que de monter un projet, d'accompagner des entrepreneurs chaque jour, c'est énormément d'énergie, et on s'assure que ces vidéos elles vont être poussées à la bonne cible, avec la bonne data pour s'assurer de faire rayonner l'opération. Donc ça humanise le discours déjà d'Abeille Assurance, ça donne une image aussi plus moderne de l'entreprise, et là encore, on s'assure de le passer au bon moment, à la bonne audience. Tout ça dans bien sûr l'envie de créer des relations durables avec les agences, avec les annonceurs, d'avoir une vraie relation de confiance, parce qu'il y a cette caution média, encore une fois, qui fait qu'on est rassuré. On sait que le message est porté par plusieurs voix, et nous, ça va nous permettre d'engager des relations très très fortes en brand content. Et nous, l'importance vraiment de notre travail, c'est vraiment de travailler cette relation créa-média et ce storytelling qui doit être également média pour relayer vraiment et créer cette relation qui se veut durable. Là, je montre un autre exemple. Eh bien, ça a sauté aussi, mais ce n'est pas grave. En l'occurrence, vous connaissez sûrement la campagne Share a Coke de Coca-Cola. Là, c'est un exemple vraiment exceptionnel de cohérence et d'authenticité. En fait, c'est ce qu'a réussi à créer la marque, c'est-à-dire que les bouteilles étaient personnalisées au prénom des gens. Et du coup, avec la notion de partage, on pouvait s'envoyer son modèle et s'identifier, entre guillemets, à moi, je partage un Coca-Cola avec toi. Là, on crée vraiment un lien émotionnel avec la marque et son public. Et en l'occurrence, avec tout le partage qui a été fait sur les réseaux sociaux, ça a brillamment, entre guillemets, montré comment le brand content, de cette manière, a permis d'engager la communauté autour de Coca-Cola. C'est vraiment un exemple qui a été magistral en termes et à la fois de brand content et d'engagement des communautés. Ah bah voilà, elle était là. Elle n'était pas loin. L'idée, encore on l'avait dit, c'est de créer du lien émotionnel. Et puis tout ça, effectivement, c'est de générer la préférence de marque qui va avec, bien évidemment. Comment on mesure ce succès ? On parle de quoi qu'on mesure? Tu l'as dit, vous l'avez dit, Julie, on parle d'engagement, de like, de partage, de croissance de communauté, de génération de leads. Ça, vous connaissez. Mais on parle aussi de notoriété, d'image de marque, de préférence. Je t'en prie, Julie, si tu veux compléter sur la suite. Oui, en fait, les KPI, ces fameux key performance indicateurs, c'est vrai qu'ils cachent énormément de choses. Ça peut être le temps passé sur un article, les vidéos vues, l'engagement dont vous parliez. Mais ils servent nous surtout à comprendre l'audience, à avoir des insights qu'on va ensuite partager à l'annonceur et à l'agence. Et donc après, aussi piloter une meilleure stratégie de contenu. Parce qu'on va savoir qui est venu consulter les articles, qui a vu la vidéo, qui a regardé les capsules en social. Donc on va pouvoir aussi orienter le contenu qu'on va produire pour que ce soit encore plus efficace et encore plus impactant. Donc ces KPI vont nous permettre de, en amont, garantir un succès, ou en tout cas s'assurer qu'on va atteindre la performance qu'on aura garantie aux annonceurs et aux agences. Il va générer bien sûr ce contenu des engagements, mais in fine, ce qu'on veut vraiment, c'est qu'il y ait un impact sur la campagne. Donc ces KPI, ils vont aussi jusqu'au post-test. Nous, on recommande énormément de post-tester des campagnes sur est-ce que cette campagne a permis de moderniser l'image de ma marque? Est-ce que grâce à cette campagne, ma marque est perçue comme plus engagée, avec des critères RSE plus renforcés? Donc ça va vraiment jusque-là pour qu'il y ait garantie de performance, certes, engagement, certes, et impact surtout de votre marque auprès de vos audiences.
Et puis l'idée à travers ça, c'est effectivement, en tant que planner strat, moi je vais récupérer des insights de ces audiences et je vais mesurer le discours, quel est le message qui va avec et comment je peux améliorer la stratégie de contenu. La stratégie de contenu, elle peut le démarrer, elle peut être rectifiée en cours de route, elle peut changer. Et comment je peux l'améliorer en continu en fonction des retours de campagne, des analyses et comment j'adapte le discours même en termes de saisonnalité, d'événements ou de cas par cas. Je vais pouvoir améliorer mon contenu au fur et à mesure. Donc la stratégie de contenu, elle n'est pas immédiate et décidée d'emblée de jeu. Elle va évoluer au fur et à mesure de la campagne ou de la relation qu'on va créer avec nos cibles. Tout à fait. On en est déjà là, parce que ça passe assez vite. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on vient vous présenter? Alors là, on a une question. Passer au micro, vous avez beaucoup... Oui, c'est bon. Vous avez beaucoup parlé du coup de la communication externe, mais du coup, comment ça se passe pour de la com interne? Donc pour, par exemple, toucher une cible plus interne avec un peu une cible assez différente en fait par rapport aux personnes qui vont être ciblées par rapport au contenu qu'on va produire. interne, c'est-à-dire dans l'entreprise? Oui, c'est ça. Ouais. Merci. C'est vrai que moi, en tant que partenaire média, on va plutôt essayer d'aller capter les audiences de la marque et donc de faire rayonner cette opération auprès des différents canaux dont on se parlait. Mais on a aussi créé des événements pour engager sa propre entreprise justement sur les messages qu'on va porter. Parce que vous avez raison, c'est qu'il faut souvent engager sa propre entreprise d'abord pour s'assurer que le message va être crédible, qu'il y aura des preuves, qu'on va pouvoir démontrer que tout ça n'est pas juste une campagne de communication. Donc nous, ce qu'on recommande, et ce qu'on a déjà fait, c'est des événements en fait en interne où on a cette capacité aussi d'aller caster, d'aller sourcer les bonnes personnes qui vont parler des thématiques, d'engager toute une entreprise, de les faire venir, d'avoir aussi cette caution de marque, parce que quand il y a un Figaro ou un New York Times qui va s'associer à des prises de parole, c'est-à-dire que derrière, il y a une recherche aussi, une recherche journalistique. Donc, on va faire des événements. On a énormément aussi d'emailing B2B pour les entreprises, pour faire passer justement les différents messages qui sont portés. Et puis, de la communication sur LinkedIn. C'est aussi, on engage pas mal d'entreprises sur leur com interne sur LinkedIn pour là aussi qu'il y ait des générations, de l'engagement, que les gens puissent partager et puis après de s'assurer que le message peut être là transmis à l'extérieur. Et question message, on se retrouve souvent à s'asseoir, entre guillemets, à reprendre la plateforme de la marque. Oui. Plateforme de marque où on va aller dynamiser la promesse, la raison d'être, les valeurs. On va beaucoup se reposer là-dessus parce que c'est vraiment le faire valoir et tout le monde devient porte-parole de la marque. Et il faut faire s'adhérer les gens en interne sur ces valeurs. C'est souvent ce qu'on fait en termes de contenu et de message. Oui, bonjour. À l'heure où en fait l'engagement dans le social media a plutôt tendance à baisser, alors les gens lisent peut-être, mais l'engagement il devient de plus en plus difficile à obtenir. Comment vous interprétez les KPI, la faiblesse de l'information qui arrive, puisqu'il y a moins d'engagement, et quelles sont les solutions que vous pouvez imaginer justement pour soit pallier ce manque d'engagement, soit essayer d'engager peut-être différemment sur le social, dans lequel on voit un peu tout et n'importe quoi aujourd'hui. Alors, pour l'instant, en ce qui nous concerne, encore une fois, parce qu'on fait des opérations un peu tripartites, on n'a pas noté ce désengagement sur le social. On a pour l'instant des taux d'engagement qui restent assez élevés quand on va lancer des campagnes, surtout sur Instagram et Facebook. Où c'est plus compliqué, c'est qu'il y a un réseau social, j'allais dire nouveau, mais qui n'est plus du tout nouveau, qui est TikTok, qui est là moins engageant, parce qu'il est un petit peu plus passif. Donc effectivement, on a des taux d'engagement qui peuvent être plus faibles.
Donc après, c'est vraiment dans le contenu et dans la créa qu'on va devoir, enfin là, c'est là où on s'appuie vraiment sur notre équipe, nous, créative, pour être sûr que ce soit des contenus engageants. C'est-à-dire qu'on revoit, comme on va analyser au bout de combien de secondes, par exemple, l'audience a décroché de cette vidéo sociale. On va dire, c'est qu'en fait, le hook, les premières secondes, elles n'étaient pas assez captives, on n'avait pas la bonne narration, on n'avait pas le bon ton. Donc justement, on va analyser ces KPI et s'assurer d'avoir des contenus très authentiques. Aujourd'hui, ce qui fait, nous, le plus réagir sur les réseaux sociaux, c'est vraiment l'authenticité. C'est quand on va voir justement ces fameux agents d'assurance, quand on va voir des métiers très créatifs de couturières dans des grandes maisons sur le savoir-faire, l'art de vivre, on a là des taux d'engagement qui explosent parce qu'on va voir le quotidien des gens. Et donc, on sait que c'est des contenus qui vont marcher. Donc, nous, notre recommandation, c'est de toujours travailler avec la créa pour s'assurer qu'on a le meilleur contenu et que ce soit le plus engageant possible sur les réseaux sociaux. Et après, sur l'engagement, alors on fait on développe, enfin, je ne dis pas que nous, parce que beaucoup de médias aussi se lancent là-dessus, avec d'autres leviers. Ça va être les podcasts, par exemple, filmés, où on va accueillir sa communauté. C'est-à-dire qu'on va lancer un podcast et puis on va leur donner rendez-vous pour échanger avec l'incarnant ou sur les thématiques dédiées. Donc là, on se retrouve à recréer des communautés, des clubs un petit peu plus niches et donc à prendre la parole différemment. Donc on a des Mad Talk qui sont déclinés en podcast et en événements où on va réunir cette Gen Z, des newsletters dédiés pour aller leur parler vraiment spécifiquement. Donc, il faut trouver effectivement d'autres canaux pour s'assurer qu'on va les chercher, quelque chose de beaucoup plus exceptionnel. En fait, l'expérience doit être exceptionnelle et comprendre qu'on s'adresse à eux. Mais c'est vraiment s'assurer de l'analyse des KPI, bien créer les contenus, pas lâcher le social, parce que ça reste quand même un des vecteurs, un des canaux les plus importants. Et puis, podcast, événements, newsletters dédiés. Voilà. Je ne sais pas si ça a répondu à votre question. Non, je compléterais juste. On le voit, nous, ça nécessite aussi. L'avenir du marketing passe par l'hyper-personnalisation. Et c'est comme ça en fait qu'on va aller retravailler ces contenus, qu'on va aller les dupliquer, les fractionner, mais si possible aussi les personnaliser. Il n'y a qu'en personnalisant vous allez vraiment faire en sorte que l'audience va répondre. Voilà, donc il faut un peu micro-cibler parfois certains contenus et ça nécessite effectivement un maillage qui peut être assez fin. Voilà. Donc après, il faut bien mesurer ces investissements effectivement si le jeu en vaut la chandelle. Voilà, parce que ça nécessite de créer des pyramides de contenu et donc des budgets qui peuvent être assez conséquents. Justement, cette journée est placée sous le signe de l'IA. Donc vous venez de dire que ça peut coûter cher. Et justement, je serais très curieuse de savoir si vous êtes en train d'implémenter des cas d'usage dans les différents modes, dans tout ce que vous faites en fait, dans la production, dans les modes opératoires, dans toute votre chaîne de valeur en fait, et comment vous réagissez vis-à-vis de l'arrivée de l'IA justement. Alors l'IA, qui n'est pas nouvelle, donc, nous on l'a pris comme étant une aide supplémentaire. On l'a vraiment pris comme étant une aide supplémentaire en se disant comment l'IA peut amener et créer de la valeur dans notre travail, comment elle va pouvoir répondre à des choses complémentaires, comment je veux créer de la valeur en tout cas avec ça, comment on l'intègre à ce jour. On a déjà dans toute la partie production du visuel, il y a beaucoup d'annonces qui se font en ce moment sur les réseaux sociaux. C'est très exploratoire. Toutes les semaines, il y a des nouvelles sorties de solutions. Il faut savoir qu'en termes de production, on va dire professionnelle, nous, par exemple, on n'a pas encore passé le cap. C'est-à-dire qu'on connaît, on sait faire, on peut le faire, on pourrait s'aider, mais ce n'est pas des solutions qui sont encore très pérennes. Dans notre monde de production, par exemple, on se dit, tiens, avec de l'IA, on peut créer vite une vidéo. En fait, il faut déjà connaître. Le domaine est quand même très conséquent. Et au final, quand on calcule la somme de temps qu'on va passer à créer de la vidéo en IA et qu'on va passer en production traditionnelle, au final, on explose les scores. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec une chaîne de production qui est non maîtrisée et aussi avec des clients, des annonceurs qui ont besoin de modifications, de changer les contenus. Et l'IA ne répond pas encore exactement à tout. Justement, c'est plutôt un faux ami actuellement. Et on ne l'a pas encore approuvé à 100% pour passer en prod. Après, on a quand même des outils qui vont venir nous aider.
dans la création de visuels, comme on connaît, qui vont venir un petit peu permettre de jalonner le parcours, de donner des référents, donc tout ce qui va être exploratoire, préparatoire, permettre de se donner un petit peu une image de ce que pourrait être la campagne, de la vidéo. Tout ça, c'est des outils qu'on va commencer à utiliser, mais également aussi dans la création de contenu automatique, c'est-à-dire que là où je vais avant passer du temps à chercher une image pour accompagner mon post, parce que mon post va dire ça et ainsi de suite, je vais pouvoir faire quand même générer mon post automatiquement avec des outils comme ChatGPT qu'on peut remanier ou des assistants, et je vais pouvoir aller commander directement l'image qui va être associée. Donc on a des aides supplétives, mais on n'a pas encore un canal complètement dédié de production IA. Et on a, nous, des confrères qui viennent des fois nous talonner aussi sur l'aspect budgétaire que ça peut représenter de produire en IA, en se disant ça coûte moins cher de produire en IA. Nous, force est de constater que ce n'est pas le cas. Et ça répond de manière moins souple pour l'instant que on va dire de la production traditionnelle sur mesure. Voilà. Alors, en tant que groupe d'information, c'est vrai que l'IA, c'est un sujet sensible, mais on ne peut pas de toute façon passer à côté. Donc ça va être aussi, je suis d'accord, un outil avec lequel on doit travailler. Il y a plusieurs engagements que le groupe porte et que d'autres portent aussi. Par exemple, on refuse de faire des unes, que ce soit sur les magazines ou sur les unes quotidiens avec de l'IA, justement. Parce que si on vient aussi dans un groupe média, c'est pour s'assurer une certaine caution. Et donc, on ne veut pas travailler justement cette IA. On veut être ce tiers d'information sûre, recherchée et un tiers de confiance. Sur la partie vraiment brand content, OPS publicitaire, nous, on essaie plutôt de jouer avec. C'est-à-dire qu'on ne va rien gêner, on ne va pas faire de réponse à des briefs avec l'IA, on ne va pas faire des créas, des vidéos seulement en IA, parce qu'on est aussi persuadé que cette fameuse IH dont on parlait ce matin en introduction, elle a beaucoup plus de valeur, parce qu'on connaît très bien nos clients, parce qu'on connaît très bien les secteurs sur lesquels on travaille, l'historique, ce que veulent nos audiences, principalement. Donc nous, on va plutôt jouer avec les codes et on va quand même s'en inspirer. Par exemple, on a fait une opération de brand content avec la marque Audemars Piguet, qui est une marque de luxe d'horlogerie, où on a utilisé cet outil, un outil donc d'IA piloté par des auteurs, dont une auteure qui avait gagné le prix Goncourt, pour dire voilà, si les montres de Audemars Piguet, la Royal Oak, étaient une femme, voilà quelle femme ce serait. Et donc c'est une IA qui a écrit une nouvelle, une histoire, qu'on a distribuée avec le Madame Figaro, et qui a été pilotée par une auteure avec cet outil. Donc ça s'appelait Portrait, AI, avec, en gros pour jouer avec ce côté intelligence artificielle, mais c'était assumé, mais c'était pour dire quand les deux vont ensemble, voilà les beaux papiers qu'on peut produire, voilà les belles narrations qu'on peut produire, on sait que ça existe et on peut créer quelque chose. On crée aussi un programme, par exemple, qui s'appelle Face à l'IA, où on met un dirigeant ou un assureur, justement, on l'a fait pour un secteur de la banque assurance, où on va dire, ben voilà, j'aimerais épargner ChatGPT. Qu'est-ce que je dois faire pour épargner dès maintenant, j'ai 35 ans, je souhaite épargner. Alors, ChatGPT a des mots-clés, je pense que vous l'avez certainement tous utilisé. Il va donner 4 conseils pour commencer à épargner, quel livret ouvrir, etc. Mais ça s'arrête là. C'est-à-dire que derrière, il n'y a aucune preuve. Qui je vais voir. Ok, donc demain, j'ai vraiment un petit budget que je vais mettre de côté. Comment ça se passe? Si je veux faire une écologie, utiliser une banque plus durable, ben comment ça se passe? Donc en fait, on a mis ça. Ok, vous avez les bases là, mais moi, je suis agent d'assurance et je vais vous expliquer, nous, ce qu'on a vraiment mis en place. Si vous venez me voir pour développer votre épargne, pour vous assurer un rendement durable et pour créer aussi du lien de l'humanité, parce que dès lors qu'il s'agit d'argent, on a quand même envie de lien. Donc en fait, on essaie vraiment d'impliquer, même dans les contenus qu'on va proposer, on parle de cet outil, c'est pas du tout quelque chose qu'on met de côté, mais on va vraiment s'en servir, montrer ses limites aussi pour revaloriser toujours à la place des expertises, en fait, tout simplement. On parlait de création de valeur. L'IA, pour l'instant, en termes de production, elle peut répondre à la question d'avant, c'est-à-dire de pouvoir fractionner le contenu facilement. Mais si on parle vraiment de création de valeur, ça reste quand même quelque chose à travailler vraiment en amont. Et ce qui fait que souvent, nous, les contenus de début de campagne, ce qu'on appelait les contenus pépites, c'est vraiment quelque chose travaillé sur mesure, qu'on travaille vraiment de A à Z avec une vraie conception rédaction, une vraie chaîne de production. Après, effectivement, quand ces contenus pépites arrivent et sont créés, là, il est peut-être plus facile de
de créer actuellement avec l'IA de la fragmentation de contenu, du contenu dupliqué, voire de l'hyper-personnalisé si on le souhaite. À partir de ça, il existe plein d'outils qui permettent de créer et de générer du contenu tierce. Et ça peut être une aide pour pouvoir compléter sa stratégie de contenu, notamment pour les réseaux sociaux, où on va dire du plus petit contenu qui a moins de, on va dire, d'impact de mémorisation, c'est-à-dire du contenu moins durable. Voilà. Là, il y a une question qui est là-bas. Bonjour, j'avais une question au sujet de l'UGC. Vous parlez du coup de contenu de marque, de valeur, d'incarner, de créer du lien. Il y a l'UGC qui est arrivé sur le marché et qui est assez fort puisque les personnes ont les codes réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, par rapport au contenu de marque ? Ça reste un contenu qui est quand même assez particulier, effectivement, qui émerge de plus en plus, qui engage énormément les communautés. Nous, qu'est-ce qu'on en pense ? On pense que c'est bien, parce que du coup, ça révèle l'authenticité. Et on parle de cohérence pour une marque et de créer une relation durable qui ne peut passer que par cette authenticité-là. Donc nous, on y voit du bien. Après, il faut pouvoir la juguler, la storyteller idéalement pour pouvoir qu'elle rentre quand même dans le pipeline de la marque, entre guillemets, ce qui n'est pas toujours le plus simple, justement, d'avoir entre guillemets, un cahier des charges pour pouvoir piloter ça. Mais effectivement, ça a des super résultats. On le voit sur différentes campagnes où on va recommander de l'UGC, mais l'essentiel, c'est de pas que ça parte à tout vent. Donc effectivement, c'est la problématique, c'est de pouvoir juguler le contenu un peu pépite qui sort du giron de la marque et pas toujours avec les bons messages. Voilà. Vous avez répondu parfaitement. Donc non, c'est vraiment ça, c'est le côté de le piloter, de garder quand même cette ligne éditoriale parce qu'on a encore une fois ce côté canal, bon message, bon moment à la bonne audience pour bien comprendre les comportements. C'est pas facile à piloter et donc du coup le ROI est aussi un petit peu compliqué pour s'assurer que c'est l'UGC qui a généré telle ou telle performance. Donc oui, bien sûr, s'il y a, c'est mieux parce que voilà, il y a un message de marque, mais nous on fait pas ça pour qu'il y ait forcément l'UGC derrière. Enfin, nous, encore une fois, en tant que partenaire média. C'est de l'influence comme on connaît. Et après, nous, on a un pool, encore une fois, de talents. On parle de talents plus que d'influenceurs, mais c'est aussi des influenceurs qu'on peut aller chercher pour incarner, encore une fois, un message dans un dispositif qui est narré. Donc, on va pouvoir faire des visites, ce qu'on a pu faire de musées, par exemple, avec des incarnants qui vont porter les messages, des auteurs qui vont aussi parler de leurs livres, mais du coup, de toute une culture pop qui est associée. Donc, on peut, bien sûr, le talent, c'est très, très fort. Ce que vous disiez, c'est qu'en plus, ça va engager les communautés. Dès lors que le talent que je suis, l'influenceuse que je suis ou l'influenceur va travailler avec une marque, ça va être plus fort. Mais c'est vraiment dans le cadre d'une stratégie quand même pensée, narrée, écrite. Ce qui est vraiment bien, c'est que l'idée, c'est de faire créer une expérience de plus en plus. Donc, ça va créer un contenu qui va vraiment révéler l'expérience, l'authenticité. Encore une fois, je reviens là-dessus, c'est pas facile à maîtriser. Aller chercher les bons influenceurs ou les bonnes personnes référentes qui vont le créer pour la marque, ça reste de l'UGC qui reste déguisé dans tous les cas et piloté. Ce n'est pas la même chose. Après, c'est énorme, juste énorme avoir un créateur de contenu qui va révéler l'expérience, non pas du produit, mais quelle expérience, qu'est-ce que je vais vivre comme bénéfice avec cette marque et ce produit. C'est le Graal, entre guillemets, pour l'annonceur. C'est du contenu gratuit, pépite, j'appelle ça comme ça. Merci beaucoup. Ah, parce que, pardon. Ouais, je crois qu'il y a une dernière question. Une petite question rapide, du coup. Comment on fait pour trouver à peu près le bon média, le bon contenu pour, du coup, notre cible ?
Quel est à peu près, c'est quoi vos astuces à peu près pour trouver le bon contenu à créer? Est-ce que ça va être le rôle, alors si vous êtes annonceur et si vous avez une agence média avec qui vous travaillez, c'est aussi le rôle de l'agence de pouvoir aiguiller justement quel média peut vous permettre de porter le message, parce qu'il y a des outils marketing aujourd'hui qui existent, il y a des instituts d'études, il y a Kantar Media qui va analyser justement tous les profils d'audience de tous les sites. Donc tous les sites, que ce soit d'information, digitaux, télé, ont vraiment des profils d'audience. Ils sont pilotés par des instituts d'études. Donc on sait combien il y a de 25-45 ans, de 25-49 ans, de CSP+, de top 2 qui consomment les sites. Donc les agences médias peuvent vous aider dans votre stratégie média. Et quand c'est en direct annonceur, eh bien, vous rapprochez des régies. Et nous, justement, en tant que conseil ou commerciaux, on va vous dire, selon votre brief, selon vos objectifs, voilà quel canal on vous conseille, quel asset on peut créer ensemble. Et c'est toute la force de notre planning stratégique, de la partie commerciale, de faire le bon brief qui répond à votre budget et de vous assurer le meilleur asset possible. Donc vraiment, c'est de vous adresser directement aux cellules OPS des régies ou aux agences médias. Voilà. Ou de demander à ChatGPT. Je rigole.